Merci d'être là ce matin. On va faire, simple ou direct. Est-ce qu'on pourrait commencer par clarifier un peu la différence entre développement durable et transition écologique? Emmanuel, peut-être que vous pouvez commencer. Oui, lequel des deux? En tout cas, d'abord, bonjour, bonjour tout le monde. Très heureux de participer à cette discussion aujourd'hui. Très heureux aussi des liens qui se font de plus en plus entre le milieu environnemental puis le milieu culturel. Puis on le voit beaucoup dans le cadre de la commission Culture et Transition écologique qui est vraiment foisonnante et en pleine expansion. En fait, quand on a eu cette discussion de comment on amène les différents concepts, j'ai pensé que c'était intéressant de faire un petit retour en arrière et de le regarder un peu chronologiquement et voir un peu comment on est en fait passé de cette notion de développement durable à la question de transition écologique. Donc, si on retourne un peu, en fait, presque 40 ans en arrière, rapport Brundtland qui parle du développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures, puis qui s'appuie sur 3 grands piliers, le social, l'économique et l'environnemental. La culture a été le 4e pilier qui s'est joint par la suite dans cette approche-là. Donc là, on est à la fin des années 90. C'est à peu près à ce moment-là aussi que paraît le premier rapport du GIEC, donc le GIEC qui est le groupe, groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, qui depuis publie assez régulièrement des rapports et qui fournit en fait de l'information scientifique sur l'évolution et les impacts des changements climatiques pour influencer les politiques publiques. On est là en 2023 au 6e rapport du GIEC et chaque fois on constate une accélération en fait du réchauffement climatique, puis un appel à l'urgence de plus en plus fort de la part de l'ensemble de la communauté scientifique. Puis ça, je pense, ça peut expliquer aussi cette transition du développement durable vers la transition socio-écologique. Si on regarde à une échelle plus montréalaise, en 2005, on a eu le premier plan de développement durable de la collectivité montréalaise. Puis là aussi, on va le voir dans la façon dont les plans et les politiques sont développés, en fait, que le discours et la façon dont on approche les enjeux environnementaux et sociaux évoluent au fil des années. Je le disais, il y a la crise climatique et les dernières dizaines, on le voit dans la dernière dizaine d'années, vraiment une accélération. On sent en fait les impacts des changements climatiques beaucoup plus forts dans nos collectivités. Les vagues de chaleur se multiplient, les pluies intenses, on les voit de plus en plus, les épisodes de verglas et les dégels aussi. Donc on est dans le concret, puis on peut se poser la question depuis 1987 et cette question de développement durable, comment ça se fait que la machine continue à s'emballer et non pas à ralentir et à se calmer en fait. Puis à ça, puis je suis pas très optimiste en début de journée, mais ça ajoute d'autres crises aussi qu'on lit de plus en plus, donc, entre autres la crise de l'effondrement de la biodiversité. On avait tendance plus à séparer changement climatique et biodiversité, mais le GIEC de la biodiversité évalue à peu près à 1 million d'espèces actuellement, le nombre d'espèces qui sont menacées en fait d'extinction. Donc ça nous amène aussi à réfléchir comment on aborde toutes ces crises-là, autant de biodiversité que de changement climatique, que de résilience. Puis dernière petite phrase qui est vraiment choc, je trouve, et qui nous amène aussi vers l'idée de la transition socio-écologique, c'est que j'ai noté, c'est en 2022 le secrétaire général de l'ONU qui parlait de « Nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique avec le pied toujours sur l'accélérateur ». Donc ça montre aussi que l'approche qu'on a depuis 1990 à peu près de vouloir le développement et de ne pas remettre en question en fait plus profondément les racines, puis notre mode de fonctionnement, notre mode de consommation nous amène tout droit dans le mur. Et c'est là qu'apparaît la transition socio-écologique et cette volonté d'avoir une réflexion plus en profondeur sur comment notre société évolue, quels sont nos choix aussi qu'on fait collectivement et comment on intègre de façon plus concrète les limites planétaires. Donc voilà un peu, si je résume, le développement durable, on continue de faire ce qu'on fait, mais on le fait mieux, versus transition socio-écologique. On travaille vraiment en profondeur et on pose des actions pour des changements qui vont transformer nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de déplacement, nos façons de travailler, nos façons de nous divertir, entre autres, ce qui nous concerne aujourd'hui. Voilà, très brièvement là, mais oui, un petit tour d'horizon. Est-ce que... Emmanuel, en fait, moi, je ferais peut-être le lien. Comment
comment ça peut avoir un impact au niveau de la culture. Oui. Et je rajouterais aussi que dans cette vision de transition socio-écologique, on lit beaucoup plus les rapports sociaux également avec les crises écologiques. Donc, on est dans repenser les rapports sociaux, la justice environnementale, la justice sociale. Bien, en fait, l'idée, je pense, ce matin avec notre panel, c'était pas tellement de complexifier l'affaire, mais plutôt de donner des clés. Puis, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à réfléchir à des définitions. Donc, c'est pas de rentrer dans un débat sémantique, mais c'est de nous permettre, en fait, de peut-être prendre un pas de recul et réaliser qu'avant d'embarquer dans un plan d'action en développement durable, en transition écologique, bien, il faut savoir un petit peu où on se situe sur ce spectre-là. Parce que, dépendamment de où on se situe, on ne posera pas nécessairement les mêmes gestes, où on se situe à la fois au niveau de nos valeurs pour assurer une cohérence, parce que c'est aussi cette cohérence-là qui va diminuer l'anxiété parfois, mais aussi où on se situe pour être sûr de prioriser les bons gestes dans un contexte, comme on l'a dit, même dans les dernières minutes, où le milieu culturel est déjà fragilisé et est déjà toujours en train de se réinventer. Et ça amène aussi l'importance d'avoir des données. Et pour être capable de cibler les endroits où on fera vraiment la différence à notre échelle, à la fois en fonction du type d'activité qu'on va porter. Est-ce qu'on est dans une approche d'art vivant où on fait de la tournée dans les marchés qui sont les plus ouverts en ce moment, comme la Chine et les Émirats arabes? Est-ce qu'on est plutôt dans une approche où on a des activités culturelles qui sont ancrées dans un milieu de vie locale où on s'adresse à des citoyens avec des actions? Alors, évidemment, on ne fera pas nécessairement les mêmes choix. Et je rappelle aussi qu'il faut toujours relativiser quand même un peu, et les données seront encore importantes sur l'impact réel, en fait, l'impact qui est réel de la culture, mais par ailleurs relatif. On va revenir tout à l'heure aussi à la contribution, en fait, de la culture. Comment on peut aussi peut-être se positionner? Il y a quelques clés. Un chercheur qui s'appelle Alexis Kurodo-Coder, de la chaire de transition écologique de l'UQAM, qui a fait un travail avec le campus de transition écologique pour se demander quelle transition pour les arts et la culture. Il est arrivé avec 3 typologies qui, je crois, peut nous aider aussi à nous situer. C'est-à-dire, on peut être dans une approche de la transition de la pratique artistique, où parfois on est peut-être un petit peu plus dans l'approche de la clé éco-responsable, où on peut passer de la mitigation, hein, c'est un peu ça le développement durable, on continue de faire comme avant, mais on diminue les effets négatifs, jusqu'à une transformation complète de la pratique. Mais souvent, dans cette notion de transition de la pratique artistique, on va parler de l'éco-conception, de l'analyse du cycle de vie. Souvent, on parle du footprint, et quelqu'un tout à l'heure me disait que l'analyse sociale du cycle de vie, c'est le handprint. Qu'est-ce qu'on vient aussi apporter? La décarbonation, etc. On peut aussi penser à la transition via l'art. Donc là, on est plus dans la notion de récit, de sensibilisation, sur à quoi on touche moins aujourd'hui, ou la transition comme art. Donc là, on est dans un autre niveau, de repenser la pratique au-delà de l'œuvre, d'aller dans un décloisonnement, dans des rencontres avec les chercheurs, dans même le rôle de l'artiste. Donc, je trouve que ça donne des clés quand même pour se positionner. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Puis, encore une fois, on n'est pas dans une approche de jugement moral. Tout le monde se situe différemment. Mais par exemple, est-ce qu'on est plutôt dans une approche de compensation, soit en crédit carbone, en achat d'arbres, ou est-ce qu'on est dans une approche où on planifie autrement nos tournées pour aller plus longtemps sur un territoire plutôt que 5 ou 6 fois? Est-ce qu'on est aussi dans une approche de où va-t-on en tournée? Est-ce qu'on est dans une approche de mutualisation ou si on a besoin d'espace, de pratique ou de répétition, on mutualise un édifice déjà existant, mais c'est plus complexe et plus long, ou on se construit notre propre bâtiment, mais il est libre par ailleurs. Donc, c'est toutes des questions, des clés. On peut aussi repenser notre rapport au temps, à la production, ou se demander qui parle, qui ne parle pas. Ou alors être dans une approche plutôt de gestion des matières résiduelles. Donc, ça dépend vraiment d'où on est. Et ça s'applique à tout le monde, même dans la pratique muséale. Est-ce qu'on continue d'acheter des œuvres de la même façon et on paye la compensation carbone? Est-ce qu'on est plutôt dans une approche de repenser la stratégie d'acquisition avec une préoccupation pour la décolonisation? Donc, c'est vraiment des clés et la réponse n'est pas absolue, elle est propre à chaque organisation. Et ça crée aussi des choix cornéliens, des tensions. Je parlais des lieux de présentation des œuvres, quand on sait que les marchés sont ceux qui sont et que le marché québécois ne permet pas nécessairement de juste vivre au Québec. Les enjeux de mobilité concernent directement la culture.
Parce que si on avait des réseaux de trains plus performants, ben, on penserait l'impact GES différemment. Là, on parlait aussi de produire moins parfois, on parlera de décroissance, mais ça a un impact aussi sur la diversité des expressions culturelles face aux États-Unis notamment. Donc, c'est pas simple, mais une des clés, je pense, c'est encore une fois de se poser les bonnes questions, d'identifier les priorités et aussi de transformer nos indicateurs de succès. Et ça, c'est vraiment une nécessité, en fait, c'est une culture organisationnelle qui implique à la fois les bailleurs de fonds, mais aussi les organisations et qui peut créer parfois des malaises. Est-ce qu'un festival est plus de succès parce qu'à chaque année, il y a plus de monde à l'infini, malgré un impact négatif sur le territoire où il est? Est-ce qu'un festival a plus de succès parce qu'il dure plus longtemps, où il est là toute la journée, mais en même temps, il y a des crises de canicule et la santé des employés est en jeu? Il y a aussi des enjeux. Si on fait moins de spectacles, il y a quand même un enjeu de revenus pour les artistes et les artisans. Tant qu'on n'a pas de revenu minimum garanti, il faut aussi que les gens puissent en vivre. Donc, on est dans la durabilité aussi des entreprises. Et donc, cette transformation des critères puis de perception de succès va aussi être importante. Je pense que je terminerai ici. Peut-être une dernière clé, un dernier outil, parce que c'est quand même ça qu'on vient chercher. Il y a un autre document qui a été produit par toujours la chaire de recherche en transition écologique et le campus de la transition écologique qui s'appelle la boussole de la transition écologique. 3 fois, c'est pas pire, en 30 secondes. Et ça permet de se situer sur 6 axes. Et ça aussi, ça va vous aider, je crois, à mieux voir quelles sont les clés, les actions qui peuvent faire une différence. Est-ce qu'on est plutôt dans une échelle, soit à l'échelle du Québec ou l'échelle internationale dans une action, ou à l'échelle des milieux de vie? Est-ce qu'on est plutôt dans un processus socio-centré, où c'est l'humain, autant les artistes que les spectateurs qui est au cœur, ou dans une approche technocentrée, où ça s'applique peut-être même au milieu culturel, mais où c'est la technologie qui va nous sauver. L'exemple classique, c'est on a autant de voitures, mais elles sont toutes électriques. Ou est-ce qu'on est dans une finalité de justice sociale ou peut-être plus dans une finalité de carboneutralité? Et en ce positionnement-là, ça va aussi nous permettre de prendre ce pas de recul-là pour être plus efficace. Eh bien, merci. Emmanuel Randia, est-ce que vous voulez rebondir sur... Je pensais vraiment l'enjeu de rien n'est blanc, rien n'est noir. Puis je pense que la question vraiment des indicateurs, puis de comment on évalue nos différentes initiatives, comment on évalue nos choix. Emmanuel parlait beaucoup de la question du social aussi qui est de plus en plus présent. Donc l'impact aussi de s'établir à un endroit, le rôle de la culture dans les quartiers, le rôle aussi de la culture comme levier pour la résilience des communautés qui est un autre aspect, puis une autre dimension très intéressante et qu'on aborde de plus en plus, entre autres, l'initiative Transition en commun, qui est une grande initiative qui mobilise un grand nombre d'acteurs sur le territoire montréalais pour ancrer la transition dans les quartiers. Les installations, les organisations culturelles ont un rôle majeur à jouer là-dedans aussi, mais c'est un autre niveau de réflexion et un autre type d'indicateur, puis parler d'indicateurs, j'aime moyennement ça quand on parle d'humain, mais c'est comment on intègre cet apport en fait de nos actions dans une vision beaucoup plus large que uniquement c'est payant en termes monétaires ou c'est en termes de réduction de GES, c'est intéressant, mais il y a vraiment tout un spectre plus large à explorer puis à questionner aussi dans nos choix et dans nos actions. Puis l'autre aspect, je pense, qui est important, c'est qu'il y ait une cohérence dans toutes les politiques aussi, du niveau fédéral, provincial, les politiques locales aussi, cette cohérence-là et cette prise de conscience qu'on va fonctionner différemment, que les besoins aussi vont être différents, puis le cadre doit être différent et doit évoluer. Puis les programmes de financement aussi. Si on parle tout à l'heure, on parlait de mutualisation. Si on parle de choix d'installer une nouvelle salle de théâtre ou une bibliothèque sur un espace vert, là, on vient détruire peut-être un des derniers espaces verts d'un secteur où les besoins sont très grands, alors qu'on pourrait rénover et requalifier un bâtiment abandonné, mais qui va demander des investissements beaucoup plus grands. Mais si on se projette sur le long terme, ce choix-là a quelque chose d'intéressant par rapport à un choix plus rapide de dire c'est une friche, je construis, c'est rapide, j'ai moins de problèmes à court terme, mais dans la vision plus large justement qu'amène la transition socio-écologique, il y a toutes ces réflexions-là à prendre en compte. Et en fait, je rajouterais que la lecture des co-responsabilités d'impact GES, c'est évidemment la plus facile
parce que c'est celle qui est le plus facile à capter, à évaluer, et en fait, c'est celle qui nous rassure aussi le plus vite. Mais parfois, elle fausse la discussion. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. C'est important et il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire. Mais il y a quand même tout un autre pilier. Cette valeur contributive de la culture, elle doit être nommée et prise en compte. Par exemple, si on arrête de tourner, bien, ça veut dire aussi que les citoyens perdent l'accès à la culture. Ça veut dire qu'on a moins d'impact sur leur vie, sur leur propre résilience, qu'on crée moins de liens entre les gens qui se seraient rencontrés. Moi, j'ai produit des murales pendant longtemps. Je peux vous dire que la résilience des milieux est accrue parce que les gens se rencontrent. Donc, cette contribution-là, elle doit aussi être mise dans l'équation. Et en fait, c'est que la culture crée du sens. Et ça, il ne faut jamais l'oublier dans une société où on est un petit peu en perte de sens et en clivage. Et pour reprendre l'exemple de la bibliothèque, je trouve ça intéressant aussi parce qu'on est toujours au moindre coût. C'est vrai même pour la beauté et l'architecture. Mais il faut donc repenser la valeur des choses. Et une bibliothèque, en fait, c'est essentiel dans la vie des gens, au-delà du béton que ça peut avoir pris. Et Naomi Klein, dans son livre « La maison brûle », plaidoyer pour un New Deal vert, dit ceci, puis je vais me permettre de vous le lire, c'est que la transition passe par l'imposition de limites strictes à la consommation. Mais il faut aussi offrir aux gens de nouvelles possibilités de produire du sens, tout en dissociant la notion de plaisir du cycle sans fin de la consommation. Elle parle juste plutôt qu'on construit plus de Walmart, mais on met des toits verts sur les Walmart. Et que ce soit en dissociant la notion de plaisir du cycle sans fin de la consommation, que ce soit par le financement public des arts ou un accès universel à la nature. Et je trouve intéressant, en fait, de rappeler ce rôle-là, de rappeler aussi que quand on fait du développement culturel, on crée des emplois en culture, qui sont aussi des emplois durables, comme en fait les emplois qui sont liés à l'économie du care, et que finalement aussi on lie les arts et la nature, parce que finalement, c'est aussi par les arts et la culture qu'on peut transformer notre rapport au vivant et comprendre qu'on est dans une, disons, je veux dire, cosmogologie, en tout cas, beaucoup plus grande, une écologie, en fait, le vrai terme de l'écologie. Merci beaucoup pour cet ajout. On va s'arrêter là parce que... Est-ce que je peux dire une dernière chose? Bien sûr. En conclusion, ben, je voudrais juste rappeler, puis tu vas être d'accord avec moi, je suis assez certaine, qu'en fait, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a toujours une espèce de barre où on parle de la responsabilité, et c'est vrai, mais il y a aussi la vulnérabilité du milieu culturel. Ah ben ça. Et je pense que même pour nous, comme gestionnaire culturel ou comme artiste ou en fait comme citoyen, si on se pose uniquement dans une posture de « quelle est ma responsabilité », ça peut nous amener à faire des choix, l'éco-cop, c'est comme la blague, là, qui est important, mais si on se pose dans une posture de diminuer notre vulnérabilité et accroître notre résilience par des gestes concrets, bien à ce moment-là, on est aussi dans une posture un petit peu plus d'espoir puis d'empowerment. Et je nous souhaite en fait d'arriver à ça parce que c'est à ça qu'on vise. C'est pas d'arrêter d'avoir de la culture et des diffusions, c'est plutôt d'en avoir pendant le plus longtemps possible. Voilà. Bravo.